Michel, bonjour. Alors nous nous sommes Oui, quittés, bonjour. on avait parlé de gym tracking, on a parlé de la vidéo, on a parlé du circus, de vidéo Oui, opérette, et tu as cité à un moment dans cet entretien Pierre et Lou, oui. sans beaucoup développer. Alors comme c'est un moment important de ton travail, j'aimerais peut-être que tu nous expliques un peu, raconte un peu l'histoire de cette opération, de cette affaire qui est assez exceptionnelle de 1000 points de vue. Oui, ça s'est passé à une époque. J'avais fait Vidéo Perrette en 89 et moi j'ai fait pas mal de choses de télévision avec cette même maison de production qui s'appelait Ex Nihilo à l'époque, et ça s'appelle toujours Ex Nihilo, mais maintenant c'est Agathe Film aussi, avec donc Patrick Sobelman. Et un jour, quelqu'un lui a téléphoné parce que tout le monde pensait que, comme on fait dans le showbiz, que j'étais en exclusivité dans cette maison de production. Et c'est vrai que ça faisait 5 ans que je faisais tout ce que j'ai fait à cette période avec eux. Et donc c'était Carole Solive, c'était Kappa. Alors Carole euh, Solive, c'était Kappa. Kappa, c'était une maison, enfin c'est une maison extrêmement connue, oui, bah qui oui. fait de la télévision en fait, Ah oui, de la qui fait télévision, des ben, documentaires télévision. dirigé par Chavalier, qui a ces fameux reporters télévision qui travaillent et écrivent avec leur caméra, quoi. C'est un peu. Et qui a développé d'ailleurs tout un style Oui, oui, d'écriture oui, télévisuelle. Oui. télévisuel, oui, oui, Mhm. bien sûr. Enfin, qui était quand même employé aux États-Unis avant Mhm. dans cette histoire. Et il venait de fonder Kappa Production, il voulait faire de la production, et donc il avait confié à Carole Solive Kappa Production. Et donc Carole a appelé Sobelman pour demander si j'étais en exclusivité, mais jamais arrivé nulle part. Et parce qu'elle avait l'idée de faire une série télévisuelle de contes pour enfants, de contes musicaux. Alors, moi, je l'ai rencontrée, on a discuté, et elle me dit ce qui serait bien, c'est je voudrais commencer la série par Pierre et le Loup. Donc, Pierre et le Loup, Prokofiev, oui, pourquoi pas. Moi, on m'avait, enfin, c'était la deuxième commande que j'avais après Vidéo Perrette, qui avait fait beaucoup de bruit, entre le manège de la forêt à la Villette et ça, et dit pourquoi pas, mais moi je suis pas, j'ai jamais fait de film d'animation, comment faire Pierre et le Loup, quoi. Donc moi j'ai réfléchi, j'ai écouté Pierre et le Loup, Oui, parce qu'il s'agissait de reprendre la musique, de suivre la oui, musique de Prokofiev. de Prokofiev, ah oui, là on ne fait pas de création musicale, quoi. Mhm. Et puis j'ai commencé à écouter la musique, j'ai commencé à chronométrer la musique, et je me suis posé 3000 questions parce que je n'avais aucune idée comment le faire, quoi. Euh, et Sachant que ça ne serait pas un spectacle de théâtre comme tu ben avais oui, l'habitude de ben faire, oui, oui, mais ce oui. serait un spectacle de Mais un télévision ou de spectacle de cinéma, enfin télé. de télé, oui, c'est Oui, ça. oui, Oui. c'était pour ça. Et puis, commence à écouter, donc voilà, le loup arrive, hein, et pendant 30 secondes, le loup arrive, et 30 secondes à la télévision, C'est une éternité. Oui. ah, c'est une éternité, je dis, est-ce que je fais du loup pendant 30 secondes, etc. Puis bon, il y a le grand-père, tout ça, enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des films d'animation dessinés. Et c'est là que m'est venue l'idée, enfin, c'est presque tout à fait naturel. On peut voir d'ailleurs le making-of, c'est-à-dire toute la fabrication qui est dans ce film. Et donc ça me paraissait évident que le grand-père, l'enfant, les chasseurs, qui ne faisaient rien d'extraordinaire, mais des choses humaines, restent des humains. Mais les animaux, comment faire, quoi. Et puis en fait, comment faire cette histoire. Donc c'est presque naturel qu'est venue l'histoire de la 3D, qui se développait beaucoup à cette époque-là, qui n'est pas au point de maintenant, mais qui se développait quand même beaucoup. Et j'ai commencé à réfléchir en 3D, puis après je me suis dit, mais euh, comment je fais, quoi. Donc l'idée m'est venue de faire une forêt enchantée, c'est-à-dire construire une forêt en 3D, mais vraiment. Et puis, c'est imposé pour moi tout de suite aussi une vision de la peinture des fauves, quoi, je sais pas, de la couleur.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti, et puis je suis allé voir aussi chez les Russes, les artistes, les constructivistes, etc. Puis j'ai... Pardon, quand tu dis cela, la mais- musique de Prokofiev, ouais. que je n'ai pas là tout à fait en mémoire, c'est une musique qui est nourrie c'est contemporain, les constructivistes dont tu parles à peu près. Oui, c'est, je sais plus, je me rappelle plus en quelle année. Oui, mais enfin, c'est à peu près Oui, contemporain. enfin, Enfin, c'était pas, la télévision n'existait pas. non, Hein, non, mais donc c'est Prokofiev. à peu près contemporain. Est-ce que c'est nourri, cette musique est nourrie de ce qui s'était passé dans les années 20 en Russie ou pas du tout? Non, il y a surtout une inspiration de la présence de l'Orient dans cette musique. Puis bon, Prokofiev a écrit ça pour son fils Pierre de 5 ans, qui avait 5 ans à l'époque, et donc est devenu, enfin moi j'ai signé, co-signé des contrats avec Pierre, Bah oui, donc c'est quand même rigolo quoi. Euh, et, et donc je me suis dit, voilà, j'ai commencé à faire des storyboards comme d'habitude, et puis à chronométrer. Quand tu dis des storyboards, là, avant même les storyboards, tu as dû inventer des personnages. Ah oui, 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 Le alors, loup, par oui, oui, exemple. le loup, etc. Oui, mais il fallait être dessiné. Et puis, j'ai dit oui, et je me suis lancé dans l'affaire, qui a duré 2 ans quand même, pour faire 26 minutes. Donc j'ai juste un peu coupé dans la musique de Oui, c'est un peu Prokofiev. plus long, je crois. Mais ouais, juste un petit peu. Mais enfin bon, ça tombait à peu près dans le format. Et donc ça pouvait être ce numéro 1 de la série. Et puis une aventure a commencé absolument extraordinaire parce que euh, j'avais fait donc quand même des storyboards pour voir un peu l'allure que ça avait, très très coloré. Vraiment j'avais cette idée, tu vois, vraiment fauve, quoi, la lumière. Mm. euh, voilà, et je viens d'en parler dernièrement. Et je voyais vraiment un univers où il n'y avait aucun noir. Donc aucun noir, aucune couleur Au noire. noir, que de la couleur. Voilà. Ce qui a fait d'ailleurs pas mal de gags parce que on disait l'ombre des arbres, c'est noir. Je disais non, c'est coloré. Il y a même, si on regarde bien, des arbres qui sont plus lumineux dans leur ombre que dans donc, et puis on a fait le tour des studios parce que qui était capable en 95 de mélanger des personnages réels, et c'est pour ça qu'on a eu pas mal d'argent de l'Europe d'ailleurs, des personnages réels et des personnages de synthèse qui jouent ensemble. Parce qu'il y a eu C'était pas développé. quelques années plus tard, il y a eu toute une série de films qui ont eu d'ailleurs beaucoup, beaucoup de succès, Oui. qui ont été fabriqués sur cette technique, avec ces personnages qui glissent du personnage de bande dessinée au personnage réel. Mais ça, tu l'as fait toi bien avant. Oui, 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 c'est-à-dire que, si tu veux, c'était un peu la suite d'Envie d'opérette, quand j'ai fait Ariane et le Minotaure, avec les moyens que ça avait, c'est mon téléphone, un message qui vient d'arriver, Prokofiev, peut-être, on ne sait jamais. C'est sans doute Prokofiev. Voilà, comment vous parlez de... Oui. Et, et, oui, donc comment faire, quoi? Parce que ça bouge. Alors que normalement, je fais toujours des cadres fixes, jusqu'à maintenant, dans lesquels on peut faire des trucages. Mais dès que ça bouge, c'est quand même une autre histoire. Et on a fait une étude, on a cherché des gens, et c'est là qu'on a rencontré quelqu'un qui s'appelait Félouz, qui est mort hélas depuis, qui avait inventé, à Lina d'ailleurs, un travelling, mais entièrement informatisé, qui permettait à la caméra de retranscrire tout de suite en fichier informatique. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment voir en même temps que je filmais les personnages réels, où ils étaient dans le décor de synthèse. Ce qui a été vraiment une innovation là. On a quand même mis 2 ans à le faire, 1 an d'études et 1 an pour réaliser. Donc c'était des techniques différentes de la technique du film d'animation traditionnel. Oui. Ah oui, et puis à cette époque-là, il n'y avait pas, en 95, les logiciels qu'il y a maintenant de simulation et tout. Hein. Quand tu dis c'est différent, tu avais des personnages, par exemple le loup qui est dessiné, Oui. qui se déforme, qui bouge. Et on a la technique d'animation, une multiplication de Oui, alors ça, dessins. les gens l'ont fait. Il y avait toute une équipe technique hyper, avec un chef, animateur. Moi, j'avais un storyboarder animateur, donc Serge Elissab, dont j'ai parlé, je crois déjà d'ailleurs, qui vient de faire un film qui s'appelle U. Enfin, il y avait, je débarque, moi j'orchestrais un truc, mais je débarquais, je ne savais pas comment ça se faisait. Et puis ça se travaillait sur des machines qui coûtaient très très cher à l'époque, qu'on a maintenant évidemment dans les PC, et puis une grosse équipe, hein. Et un tournage dans un studio de cinéma sur fond vert, qui a duré quand même plus
une semaine, une dizaine de jours. Et avec des comédiens. Ah oui, 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 donc Peter Ustinov, qui faisait le grand-père, quoi, et qui était vraiment marrant parce que tous les costumes, tout ça, avaient été peints à la main, parce que je voulais vraiment les couleurs. Et puis, toute la forêt a été fabriquée d'avance, donc en virtuel, et quand je tournais, je savais exactement s'il allait se buter dans un arbre, etc. Et les trajectoires des animaux se sont fabriquées aussi à ce moment-là. Et après, tout a été recollé dans un appareil qui s'appelle le FLEM, qui est une espèce d'ordinateur, studio de cinéma, où j'ai refait tout l'éclairage. Tous les animaux ont des éclairages particuliers, parce que tu peux créer des éclairages virtuels. Enfin bon, c'était une grande histoire. Mais pour moi, c'était de la peinture. C'était de la peinture. Oui, et d'ailleurs, j'écrivais dans le communiqué de presse que c'était comme une peinture aux 39 000 images, parce que 26 minutes, c'est 39 000 images, quoi. Et ça a été vraiment ça, quoi. Et en même temps, j'ai mélangé des techniques donc très sophistiquées de 3D et d'animation, où quelqu'un a calculé la peau des animaux pour qu'elles se détendent et se tendent au bon endroit, etc. Mais toute la couleur et tout était fait avec les crayons de couleur. Hein. Okay. Ah oui, 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 oui. Et on mappait dessus, puis je remettais de la lumière. Enfin, travailler comme un peintre. D'ailleurs, dans le making-of, les techniciens le disent, c'est comme oui, c'est comme un peintre qui fait des couches superposées de peinture à l'huile, qui et la forêt, pour la peindre, tu vois, je voulais que les arbres soient hyper lumineux. Là, ils ont dû faire tout un système algorithmique, bien sûr, où on envoyait de la couleur qui se dispersait dans la forêt. Le rouge, par exemple, allait se mettre sur l'arbre, il y avait 700 arbres quand même lourd, hein, très très lourd. Et donc, ce Pierre et le Loup a été, oui, une super expérience Mais alors, justement, de peinture. Quoi. Ça a été et de théâtre. Une expérience de peinture. C'est un film de 26 minutes pour la télévision qui a été programmé, je crois, à la... C'était programmé à Noël à Canal+, bien sûr. C'est un soir de Noël à Canal+. Oui, un soir de Noël à Canal+. Et ça a eu beaucoup de spectateurs, j'imagine, des centaines de milliers. Oui, enfin. Oui, ça a vraiment marché. Il y a une édition cassette, une édition disque, et ça a été fait en 3 langues, parce que Peter Ustinov parlait 3 langues, donc français, allemand et anglais, et il y a eu beaucoup de presse dessus, parce que c'était la première fois qu'on sortait en France, 26 minutes de synthèse. Quoi. Et de synthèse qui ne ressemblait pas beaucoup de la synthèse, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qui est devenu de cette œuvre? Parce que bon, il y a un disque qui dit... Est-ce que Canal+, ou d'autres, le rediffusent, ou peuvent le rediffuser de temps en temps? Non, c'est revendu à d'autres télévisions qui le rediffusent ailleurs, étrangères, parce que je reçois des droits d'auteur de temps en temps, donc je me rends compte que... Ça a été diffusé à Singapour ou oui, ou je sais pas, enfin, d'autres chaînes l'avaient acheté aussi. Mais bon, c'est comme tous les programmes. Moi, tu sais, je ne suis pas réalisateur de télé. Il y a des occasions de faire de la télévision, ou des occasions où je me sers de la télévision, parce qu'il y a ça aussi, ce que je viens de faire là, maintenant, quoi. Mais je ne fais pas des succès commerciaux, je ne devrais pas dire ça pour les producteurs, mais je ne fais quand même pas des succès commerciaux. C'est toujours j'ai été classé dans projets spéciaux. Alors, dans le cadre de cette œuvre, bon, comme ça commence en 95, ça sort le Noël 97. Oui, bien sûr. Noël 97, bien sûr, c'est programmé. Bon. Ensuite, derrière, est-ce que ce que tu as appris, toi, et puis d'ailleurs les autres qui ont travaillé avec toi, ce que vous avez appris les uns et les autres, ça a été utilisé? Est-ce qu'on a capitalisé dessus? Oui. Ou bien est-ce que c'est resté dans des armoires, des tiroirs? Non. Tu sais, les producteurs français ont un goût pour les armoires et les tiroirs. Tu sais, en général, quand les producteurs arrivent à produire avec la télévision, ça veut dire que tout est payé jusqu'à la diffusion de télévision. Après, c'est diffusé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, si ça ne rentre pas dans un catalogue de vente à l'étranger, ça va dans les placards. Mais c'est payé. Donc on ne capitalise pas dessus. Oui, enfin, ce qui fait beaucoup rigoler les Anglais d'ailleurs. Oui, mais quand je dis capitaliser, je pense aux compétences acquises par toi d'un côté, par les techniciens de l'autre, par les gens de l'animation, enfin, par tous ceux qui ont contribué à un projet qui devait être une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, il y a eu beaucoup de monde. Ah non, il y a eu plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, oui, 150 personnes qui ont travaillé parce qu'il fallait des compétences. Et puis des gens qui avaient des compétences mais qui ont dû faire une expérience particulière. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu les moyens de le faire. Parce que c'était une expérience, il y avait plein de choses qui n'avaient jamais été faites. Et puis, la vision d'un peintre ou de quelqu'un de théâtre, c'était nouveau. J'ai eu des discussions
qu'on dirait, en galvaudant le mot, surréaliste avec les techniciens, dans le sens que les logiques du soleil, par exemple, etc., moi, je ne les employais pas d'une manière logique, quoi. On est sur une scène de théâtre. Pour moi, et c'est pour ça que les journaux ont dit un opéra de synthèse, Pierre et le Loup, etc., parce que c'était grand, quoi. Enfin, Oui, et puis il y avait cet art de l'illusion qu'on a au théâtre ou à l'opéra, bien sûr, et que là tu as. Oui, voilà. Et en plus, c'est vraiment une histoire de couleur. Parce que comme je suis pas, on ne fait pas un film d'animation rigolo avec le loup qui a les oreilles, etc., quoi. On suit l'action, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Alors, c'est pour ça que j'ai conçu comme des peintures, et que j'ai peint la forêt, que j'ai peint le loup, etc., parce que les couleurs deviennent acteurs. Voilà, et pour le spectateur qui attend la musique, là il a le regard attiré, bien sûr. Oui, et pour la première fois, j'ai gagné un prix d'ailleurs, le 7 d'or du meilleur film d'animation, et j'ai eu un fan club de gens qui avaient 5 ans, 6 ans, qui redemandaient à leurs parents Pierre et le Loup, et les parents n'en pouvaient plus, qui mouraient de peur, évidemment, comme il se doit, à un moment qui est en fait un bug. Il y a un moment, le loup vient en gros plan, il ouvre une gueule absolument incroyable, ça fait peur, et en fait c'est un bug informatique qui l'a amené là, c'est marrant quoi. Et puis il y a eu plein d'histoires, même pour calculer les images, elles étaient trop lourdes. Non, c'est la première fois qu'on a livré une bande à la télé la veille de la diffusion. Ça n'arrive jamais. Je reviens à ma question. Toutes ces compétences, tout ce savoir-faire acquis par les uns et par les autres. Répondu. Voilà. Alors, qu'est-il devenu? Est-ce que ça a été exploité? Est-ce que ça a été réutilisé ailleurs? Le studio Sparks, qui s'est créé sur Pierre et le Loup d'ailleurs, et qui est devenu maintenant un énorme studio 3D, donc grâce à Guillaume Elouin, s'est nourri de cette expérience. A développé à ses frais des choses complètement inédites, et après s'est mis à travailler avec TF1, etc., et évidemment a revendu tous les systèmes, ce qui est de bonne guerre. Et alors toi, de ton côté, moi, rien. Comme d'habitude, rien. Non, mais est-ce que tu as réutilisé, est-ce que tu as réutilisé ce que tu as acquis, les techniques que tu as acquises là? Non, l'expérience était close pour moi. J'y ai passé quand même 2 ans. Donc je récupère rien des techniques parce que c'est pas là que j'existe vraiment, quoi. Et d'ailleurs, quand tu fais un film d'animation, au bout d'un moment, tu as tout prévu, tout est timé, etc. Tu ne sers plus à rien. C'est les gens qui sont en train de travailler. Je me rappelle, j'allais à la fin, alors qu'ils travaillaient jour et nuit, quand même. Et j'allais dans le studio, mais je ne servais plus à rien. Les dés étaient jetés, les couleurs étaient faites, et les animateurs travaillaient, le type de la lumière, etc. C'est pas comme quand tu montes un film, où tu peux corriger jusqu'à la fin en passant des nuits blanches. Non. Et après, des heures de calcul. Tu n'as donc pas eu du tout la tentation de décliner ces techniques utilisées pour Pierre et Loup, soit en faisant d'autres contes, parce qu'après tout, le projet peut continuer, il y a peut-être eu d'autres contes qui ont été réalisés pour la télévision, ou est-ce que ces 2 ans... Il y a plein de contes, d'abord il y a plein de Pierre et le Loup, dans tous les sens, bien entendu c'est un sujet qui est porteur, comme disait Peter Ustinov dans l'interview qu'on a dans le making-of, il dit je ne sais pas à quoi ça sert de faire une nouvelle fois le conte Pierre et le Loup, mais l'aventure m'intéresse énormément. Lui, il est venu par intérêt, tout d'un coup, de se retrouver, il tournait sur un fond vert, les personnages étaient virtuels. Lui, par exemple, ça ne le gênait pas du tout, parce que c'est ce que font les journalistes de la météo, par exemple, ils tournent tous sur un fond vert, et ça ne les gêne pas, ils ont l'habitude de ça. Est-ce que Peter Ustinov... Là, tourner sur un fond vert, je peux te dire, c'est anxiogène. Je viens de le vivre à Tombouctou, pas à Tombouctou, mais à Bamako. Là, c'était le plus grand fond vert que j'ai jamais eu parce que je voulais Pierre avec un pantalon bleu. Et il a coûté cher le pantalon bleu. Alors que normalement, on met du bleu, qui est une couleur qui n'existe pas dans la nature, ce bleu-là. Donc il n'y a pas de problème. Mais comme j'avais fait le pantalon bleu, la toque bleue, parce que tout était une question de dosage de couleurs, on a dû tourner dans un studio de cinéma d'ailleurs, à côté de Paris, je ne sais plus très bien où, mais alors avec un immense fond vert. Et au bout d'un moment, ce vert est un vert qui est pire que le bleu, il fait travailler l'œil, et au bout d'un moment, tu deviens complètement fou, quoi, parce que
il fait toujours, on m'a expliqué le mécanisme, et tu as ton œil qui travaille, et qui au bout d'un moment et donc ça, les nerfs en plot. c'est vrai pour le comédien qui est devant le mur vert. Ben, c'est-à-dire, c'est vrai pour tous les comédiens qui se retrouvent, mais ça s'est fait depuis Averti, etc., qui se retrouvent dans rien. Que tu es sur un immense plateau vert ou bleu, il n'y a rien. Et c'est là-bas toute la technique, dans les écrans, qui voient quelque chose. Mais toi, quand tu es comédien, tu ne vois rien. Et on te dit, oui, mais dans 5 pas, c'est là que le loup va arriver, donc il faudrait marquer l'arrivée du loup dans ton jeu. C'est assez amusant parce qu'au théâtre, c'est exactement ce que l'on fait lorsque on fait travailler les comédiens sur scène, on leur indique le nombre de pas. Et... Oui. Ah non, mais non, je t'ai dit, depuis le début, j'ai toujours travaillé en homme de théâtre et peintre. Et c'est pour ça, et les nouvelles technologies, c'est pour ça qu'on a fait développer des choses, m'ont amené des possibilités, mais je ne suis jamais rentré dans la technique. Mais à chaque fois que j'ai fait un truc, ça a posé une interrogation à la technique, bien entendu. Donc il y a des bonnes collaborations qui se sont faites. Alors là, nous parlons d'une expérience très très particulière. Oui, c'est particulier, vraiment. La peinture, le théâtre, les nouvelles technologies, et puis un médium, la télévision. Tu as à peu près au même moment, je crois, utilisé un médium classique, le cinéma, pour faire un film. Alors là, c'était une expérience très différente, puisque tu as travaillé avec, si j'ai bonne mémoire, non, c'est pas... Attends, je parle de la Médicis. Là, c'était un vrai film. Et le Matisse. Et le Matisse, oui, alors, non, mais c'était tout le... C'était, d'abord, il faut resituer dans l'époque, après 89-90, on commençait à parler beaucoup de l'informatique, des ordinateurs, ça commençait à être très très intriguant. D'ailleurs, après le spectacle Vidéopérette, qui m'a pris aussi 2 ans, où s'est développé plein de choses dedans, je me suis posé des questions pendant longtemps et c'est juste ce qui est derrière. J'ai travaillé au moins pendant une année et demie sur un projet qui s'appelait le Kaléidoscope, qui est une architecture dans la ville avec tous les systèmes virtuels, une espèce de parc d'attractions, je dirais, avec tous les systèmes virtuels qui naissaient à l'époque, quoi. Et qu'évidemment, je n'ai jamais construit. D'abord, les technologies ont changé, ensuite, ça coûtait beaucoup trop cher, et j'ai développé plein de trucs, des sculptures domotiques, on commençait à parler d'interactivité, de tout ça. Et puis, donc moi, c'était une période extrêmement flottante, où tout d'un coup, je passais de l'image en tant que telle, dont j'avais suivi l'évolution avec le numérique, où tu peux composer une image, tout d'un coup, comme quelqu'un de théâtre, tu peux commander au pixel de faire ceci ou cela. Donc il y a un changement total qui m'a pas mal déboussolé d'ailleurs, et j'ai fait plein d'expériences dans cette période-là, aussi avec des copains, comme quand j'ai voulu faire Barbe Bleue, une espèce d'opéra comme ça en ligne, avec Jean-Pierre Balpe, voilà, et puis je n'y connaissais rien. On est tous apprentis, ça arrivait. Et c'est là que s'est présenté d'autres expériences, comme le CD-ROM de la collection du Centre Pompidou, puis le Tinguely, après j'ai fait sur le musée, et puis toutes ces expériences que j'ai développées qui maintenant me servent énormément. Et les films, il y a plusieurs choses. Les films, enfin, jamais en pellicule, hein, ça je sais pas. Les films que j'ai pu faire, en général, correspondent à des choses ou des circonstances de la vie, ou des hommages que j'ai pu faire, comme Matisse passionnément, par rapport à la couleur, avec son livre jazz, ou la Villa Médicis, parce que ça a été un hasard. Le directeur de la DAP, François Marais à l'époque, qui avait été producteur de l'opérette, m'avait envoyé à la Villa Médicis, non pas comme pensionnaire, mais justement pour que les pensionnaires, qui est un peu enfermés là, rencontrent des gens d'extérieur, etc. D'ailleurs, c'est une mise en j'ai fait un film parce que ça m'a frappé. Dans la Villa Médicis, alors à l'inverse... Je veux dire pourquoi, quand même. C'est que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts à Angers, et que les grands, moi j'étais petit au début, et après je suis devenu à moitié grand,
les grands disaient qu'ils préparaient leur examen de fin d'année pour préparer la Villa Médicis. Pour moi, la Villa Médicis, c'était le summum de la consécration à Rome. C'était un artiste si tu allais à la Villa Médicis. J'y suis allé et j'ai trouvé beaucoup de traumatisme. C'est pour ça que j'ai fait le film. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est que tu parles de plusieurs films. Alors, le film Matisse, c'est un film, mais assez classique, c'est un peu une commande, ça ressemble un peu à un documentaire. C'est pas une commande. Mais ça ressemble un petit peu à un documentaire, alors que... Oui, parce que le producteur, qui me connaissait très bien, qui est aussi le diffuseur sur France 2, à l'époque, qui s'appelait Alain Beauvreau, et qui dirigeait Histoire courte, était extrêmement intéressé. C'est lui, la Villa Médicis, si je l'ai fait, c'est grâce à lui. Parce que moi, j'avais filmé, mais je n'avais pas l'intention de faire... Mais j'ai l'impression qu'il y a même deux choses différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on a un film qui relève d'un genre que l'on connaît bien, le documentaire. La Villa Médicis, c'est un travail qui paraît d'un côté plus personnel et qui, sur le plan esthétique, paraît plus audacieux. Dans ma mémoire, c'est un film qui joue sur les marges. On a en permanence le sentiment que l'on voit ou que l'on veut nous montrer ce qui n'est pas sur l'écran. Ce qui n'est pas du tout vrai du Matisse, qui est un film où on montre... un hommage à la couleur. Voilà, tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis la belle aventure humaine avec Thériault, son producteur. Et oui, je ne sais pas très bien. C'est un film tout à fait classique, je pense. Ça a été un film de circonstance, quoi. J'ai eu le choc de la Villa Médicis, quoi, de cet endroit absolument magnifique, extraordinaire, parce que t'as pas beaucoup envie de sortir, effectivement. Oui, et on a l'impression tellement bien. On est tellement bien, une espèce de carnet de notes. Il y a un côté voyage, un peu comme dans un carnet de notes où on regarde, on voit autre chose que ce qui est dessiné. C'est un peu, oui, exactement. C'est un peu comme un journal, quoi. Voilà, c'est un peu comme, en fait, un journal de voyage. Et d'ailleurs, Alain Gauvreau, à l'époque, me disait, mais quand on te voit là, aller dans la ville d'ici avec le pied comme de ta caméra, c'était tout petit les caméras et tout ça, on a l'impression un peu du peintre avec son chevalet qui va dans la nature. Moi je regardais la lumière, les gens, j'en ai fait un truc assez théâtral, quoi, puisque même le moment du réfectoire, où tu as des gens avec des gants blancs qui te servent une nourriture qui est vraiment pas bonne, mais il y a des gants blancs, les pensionnaires qui font que râler en disant que c'est pas bon, et qui ne parlent que quand on va sortir, qu'est-ce qu'on va devenir, puisque tout d'un coup ils ont de l'argent, un espace magnifique. Et puis ça dure pas de temps. Et bon, des gens super sympas aussi, mais et en plus je suis allé fouiller un petit peu dans les archives, tu t'aperçois, tous les grands maîtres qui sont passés là ont eu un espèce de... C'est non productif, quoi. Sauf souvent pour les écrivains. Est-ce que c'est un peu différent des écrivains? Parce que les écrivains ont l'habitude d'être seuls. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as eu l'intention ou le désir, parce que là c'est un vrai film, La Villa Médicis, d'utiliser cet outil, le cinéma, pour faire d'autres films ou pas du tout? Non, ça m'intéresse vraiment pas. Le cinéma pour moi, enfin je ne sais pas, j'aime la télévision parce que c'est un petit format, sauf que le dernier film que je viens de faire tient le coup pour le cinéma pour la première fois, tient le coup pour le grand écran, quoi. J'aime le côté, depuis les tautologiques, l'écran c'est un meuble dans la maison, il y a le hors-champ, alors que quand on est au cinéma, on est dans la boîte noire, la fameuse magie du cinéma, dans la boîte noire, etc. Et là, les visages peuvent faire 1,50 m de haut. Je trouve ça monstrueux, hein, par ça. Tu dois embarquer des gens dans un univers, mais c'est aseptisé puisqu'on est dans le noir. On est dans la boîte magique noire. Oui, j'ai fait ce film comme ça, Matisse comme ça, Tinguely, parce que j'avais trois amours qui sont Paul Klee, Tinguely et puis Matisse. Bon, Tinguely, j'en ai fait un CD-ROM interactif, ça convient très bien. Ça, j'étais très content quand on m'a demandé ça. Matisse, la couleur. Et quant à Paul Klee, c'est raté, c'est un copain à moi qui l'a fait pour l'ouverture du musée. Ça, mais bon, c'est bien aussi que je ne l'ai pas fait. Parce que... Dans cette conversation, ce qui est assez intéressant, et ça ressort d'ailleurs de tous nos entretiens, c'est qu'au fond, tu arrives, tu utilises un certain nombre d'outils d'expression, de moyens d'expression, tu les exploites, tu fais une œuvre, et puis hop, c'est fini, tu abandonnes, et puis tu tentes une nouvelle expérience. Ah mais ça, c'est comme
je ne m'intéresse pas vraiment, mais plus du tout à ce qui est fait, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est retenter, comme je fais à l'heure actuelle, encore d'autres formes d'expériences. C'est vraiment des expériences, hein, c'est pas, je ne suis pas une ligne, etc. Puis après, je joue les circonstances de la vie, les rencontres, les voilà, La technologie qui évolue, et puis qui même progresse ou pas. ce que je cherche, parce que tu sais, tout artiste cherche quelque chose. Moi, je ne sais pas trop quoi, sauf une chose, c'est que j'aime travailler en groupe, j'aime fabriquer, j'aime concevoir surtout. Ça, j'aime vraiment ça. Après, tu tapes la réalisation, des fois ça dure 2 ans, il faut rester à peu près frais, quoi. Mais l'expérience étant faite, elle est faite. Les choses changent dans la vie. Autre expérience, je ne vois pas bien la chronologie, mais ça me paraît un peu plus tard, c'est Digiden, cette tentative de créer l'interactivité entre un comédien et l'ordinateur et la projection sur écran. Oui, ça c'est vraiment particulier et ça a été le début de quelque chose. Alors il faut peut-être qu'on en parle dans un autre entretien. Dans un autre entretien et on va couper parce que je vais chercher une cigarette. Et puis on arrête là peut-être. Oui, on arrête là pour ça. Et à partir de Digiden, on peut remonter effectivement. Là, on rentre dans la période informatique.